Bonjour à tous, sur cette vidéo nous allons parler de l'enrichissement. Comment créer de la richesse? Nous avons rencontré Ricardo Cagnamat. Peut-être avez-vous déjà lu son livre « La chèvre de ma mère », un très beau livre, je vous le conseille. Nous, on l'a rencontré grâce au Congo Synergie Club et on a pu discuter avec lui. Alors comment on fait pour s'enrichir? Comment on fait pour engager ce processus de création de richesse? Ricardo Cagnamat nous donne toutes les ficelles. Suivez, c'est édifiant. La chèvre de ma mère nous rappelle la sagesse et l'intelligence qu'il nous faut associer à notre intelligence professionnelle et académique pour pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté, sortir et atteindre l'indépendance financière ou devenir riche. Pas seulement à Kinshasa, mais partout au monde, il y a d'abord le schéma conventionnel, le schéma officiel qui est suivi par tout le monde à travers le monde. C'est le schéma qui consiste à aller à l'école, à obtenir un titre, de trouver un job, et voilà, on a réussi sa vie. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce schéma a une faiblesse, à un moment où avoir un diplôme universitaire ne veut pas forcément dire qu'avoir la chance d'obtenir un bon emploi. On voit que d'un côté, il y a ceux qui obtiennent un emploi et qui restent toute la vie employés et retombent dans la pauvreté quand ils laissent de travailler, et de l'autre côté des gens qui ne parviennent pas à trouver d'emploi. Du coup, on se rend compte que nous avons besoin de plus que la formation professionnelle, nous avons besoin d'associer l'intelligence financière. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit en Afrique, que ce soit au monde, il n'est pratiquement pas possible de réussir financièrement sans utiliser l'intelligence financière de façon intuitive ou de façon formelle. D'abord, il faut savoir que la résolution de n'importe quel problème fait appel à une intelligence particulière. Vous ne pouvez pas résoudre le problème mécanique avec l'intelligence médicale. L'inverse, vous ne pouvez pas résoudre un problème de chirurgie avec l'intelligence informatique. Ce qui veut dire aussi, pour résoudre les problèmes de la pauvreté ou de la création de richesses, il y a toute une connaissance, il y a des principes, il y a des lois, il y a des méthodologies et il y a une logique à suivre. Et tout cela n'est compréhensible qu'à travers l'intelligence financière. Parce que l'intelligence financière ne veut pas seulement dire le travail extérieur que vous allez faire, ça veut aussi dire l'être que vous devez être, parce que ça a à voir avec des attitudes, les connaissances, les savoir-faire et puis une certaine orientation. Je pense que les leviers à appuyer sur la connaissance, parce que la connaissance est un facteur très important de succès dans n'importe quel domaine et encore plus dans les domaines de succès financier. Je pense qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont encore besoin des investissements aujourd'hui au Congo, d'autant plus que les besoins ne sont pas encore satisfaits, que ce soit dans l'immobilier, le transport, l'agriculture, la médecine, l'éducation, le service, l'industrie. Donc tous les domaines sont encore vierges, Mais avant de prendre la décision d'investir, vous devez d'abord savoir sur le plan marketing si c'est approprié d'investir dans ces domaines-là, parce que il y a la réponse que vous amenez, donc la solution que vous construisez, mais de l'autre côté il faut un marché, il faut qu'il y ait une population qui a un pouvoir d'achat capable donc de payer votre service ou votre produit. Et là, ça dépend beaucoup parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays aux mille réalités. Ça dépend de là où vous êtes, de votre zone d'intervention. Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est au village? Est-ce que c'est à la capitale? Est-ce que c'est en province? Est-ce que c'est une province riche? Est-ce que c'est une province pauvre? Là, ça dépendra donc de l'étude du marché que vous allez faire. Mais dans tous les domaines, avec un projet pertinent, il y a beaucoup d'opportunités
opportunités d'investissement dans notre pays. Voilà. Les investissements qui permettent aux gens ou les domaines qui permettent aux gens de devenir riches sont les mêmes qui font que les autres personnes aussi échouent, parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Pendant que certains réussissent dans les services médicaux, d'autres triment et échouent dans les mêmes services. Pendant que certains excellent dans la formation, d'autres échouent dans la formation. Pendant que certains se retrouvent dans l'immobilier, d'autres échouent. Donc, partout, les domaines sont le même. Les domaines sont le même, mais tout dépend, je pense, de la stratégie. Tout dépend de votre capacité à faire, d'abord, à bien identifier les besoins et à concevoir une solution adaptée aux besoins et que cela soit vraiment rentable. Voilà. Mais je pense que dans l'immobilier aujourd'hui, dans la ville comme Kinshasa, il y a énormément de besoins en logement, mais il ne suffit pas seulement de se lancer dans l'immobilier, il faut aussi savoir qu'il y a des contraintes du fait que l'immobilier doit toujours être accompagné d'une bonne politique d'aménagement de l'habitat, de l'eau, l'accès, des routes et tout ça. Et parfois, ce sont toutes ces contraintes qui font qu'un domaine qui devait être vraiment rentable devient non rentable parce que comme individu ou comme entrepreneur, vous n'avez pas tous les moyens pour combler les besoins que d'habitude c'est l'État qui peut le faire, comme construire une route. Voilà. Oui, d'autant plus que rien n'a encore été fait, ou ce qui avait été fait avant l'indépendance ou pendant la Deuxième République, beaucoup de choses sont réduites en ruine aujourd'hui. Ça veut dire que les besoins sont immenses. J'ai essayé de circuler la République démocratique du Congo de Mwanda, Matadi, Kinshasa, Bandundoville, Kikwit, passant par Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Goma, Bukavu, et un peu partout. Et partout il y a les besoins parce qu'il y a une forte population. Vous devez savoir que c'est la population qui est créatrice de richesses et ces populations ont encore énormément de besoins qui ne sont pas satisfaits. Mais il y a des lieux où il y a des contraintes. Vous savez par exemple que nous sommes un pays qui a une forte potentialité d'agriculture, mais parfois nous sommes obligés donc d'importer des maïs du Brésil, de l'Afrique du Sud, d'ailleurs. Mais pourquoi on les fait? C'est parce que sur place il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Le coût de carburant est très élevé, ou il n'y a pas de route pour l'évacuation des produits. Du coup, les producteurs locaux se disent ça ne sert à rien de produire les produits qu'on ne peut pas évacuer ou à produire les produits qui vont coûter 2-3 fois plus cher que les produits que nous importons ailleurs. C'est pour ça qu'on a besoin des associations d'hommes d'affaires, on a besoin de mettre des solutions ensemble parce que parfois ça demande énormément de moyens financiers que parfois des individus ou des entrepreneurs isolés n'ont pas. Mais de plus en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui comprennent que sur le plan énergétique, il y a encore beaucoup à faire. Et ce sont des opportunités pour s'enrichir. Sur le plan de l'agriculture intensive, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et sur le plan des routes, bon, ici en Europe, vous voyez qu'il y a des routes qui sont privées, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. On n'a pas encore de routes qui relient l'est à l'ouest, le nord au sud. Donc, je me dis, dans chaque province, il y a au moins des opportunités, que ce soit dans les domaines des minéraux, que ce soit dans les domaines des services, que ce soit dans les domaines des produits, pour servir et pour créer les richesses. Autant à la personne qui débute, autant aux parents, autant à la société en général, nous devons savoir que il y a deux paramètres importants dans la création de la richesse. Il y a la production et il y a la conservation des richesses. Et jusque-là, nous avons été une population qui a été éduquée à produire, mais pas encore à conserver et moins à mettre cette richesse au service pour se multiplier. Alors, quand vous avez une population qui a vécu selon cette logique de production et consommation, on arrive à la situation où nous nous retrouvons aujourd'hui. Ça veut dire il n'y a pas de capitaux disponibles pour investir. Du coup, nous devons toujours recourir à des capitaux étrangers qui sont capricieux et contraignants.
on se rend compte aujourd'hui que pour obtenir un financement de 5 milliards, de 20 milliards de dollars auprès des institutions financières étrangères, c'est vraiment des gymnastiques parfois humiliantes. Alors que si nous avions cette culture, cette stratégie de promouvoir l'éducation financière de la population, surtout sa dimension épargne, lorsqu'une population épargne, du coup, les institutions financières qui sont des institutions d'octroi de crédit se retrouvent avec de fortes capacités d'octroyer des services. Ce qui se passe aujourd'hui, nos banques ne donnent pas de crédit parce que ce sont des banques pour des comptes courants. Ils sont là pour garder l'argent de ceux qui les déposent et qui viennent de les prendre. Et quand les banques n'ont pas de capacités pour octroyer des financements, ça fait que les projets ne peuvent pas se développer. Alors, cela ne peut changer que lorsque nous avons une politique de sensibilisation, de prise de conscience et de mobilisation des capitaux à travers donc la pratique de l'épargne. Épargner, ça veut dire, c'est d'abord un principe naturel qui veut que lorsque la richesse est produite, vous ne devriez pas manger ou de consommer la totalité de votre richesse. Nos ancêtres le savaient. Ils savaient que lorsque vous avez produit 10 sacs de maïs, vous devriez impérativement garder au moins un sac. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous permettra donc de s'aimer prochainement et de multiplier vos richesses. La même chose doit se faire dans l'utilisation de la richesse financière aujourd'hui. Lorsque vous êtes payé, on vous paye $1000, $2000, vous devriez donc appliquer la loi de l'épargne. Ça veut dire garder au moins 10% de ce que vous gagnez. Peu ou beaucoup. Vous devez garder ces 10% et les 10% doivent être destinés à l'investissement. Voilà. Donc ça sera une richesse qui devait être investie pour produire plus de richesses. Individuellement, communautairement ou comme nation, nous devons respecter cette loi, une loi incontournable dans la création du capital financier. Parce qu'aujourd'hui, le problème du capital financier dans beaucoup de pays africains, c'est le vrai problème. Et je vous donne un exemple, j'ai toujours dit que bon voilà, supposons mathématiquement que notre population comprend que pour sortir de la pauvreté, il suffit que chaque Congolais commence à épargner $1 le jour. Nous avons 70 millions d'habitants. Si 70 millions d'habitants épargnent $1 par jour, ça nous fait 70 millions de dollars. Du coup, en 10 jours, nous avons 710 millions. En un mois, 30 jours, donc nous avons 2 milliards 100 millions de dollars. En 5 ans, nous sommes déjà au-delà, en une année, nous sommes déjà à peu près 24 milliards de dollars. Vous voyez. Donc, du coup, nous avons des capacités financières pour accomplir, pour investir dans les domaines que nous voulons. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde consomme. Donc, on consomme $1 les jours. Donc, du coup, nous avons la consommation de 70 millions de dollars les jours, nous avons la consommation de 2 milliards 100 millions de dollars en un mois, et dans cette logique-là, on ne sortira jamais de la pauvreté. Donc, il est temps que nous puissions prendre conscience qu'il y a une action stratégique, qu'il y a un changement stratégique, il y a un comportement stratégique que nous devons adopter comme individus, comme famille et comme nation, si nous voulons renverser la situation de pauvreté dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons savoir que la vie financière d'une personne joue un rôle très important. Selon que tu auras suffisamment de moyens ou selon que tu n'en auras pas, tu auras accès à certains services, à certains biens, à certains bien-être ou pas. Et la pauvreté aujourd'hui dans notre pays ou en Afrique, c'est un fléau a des conséquences lourdes aussi bien que le sida. Je pense qu'il y a plus de millions de personnes qui meurent par les effets directs ou indirects de la pauvreté que des gens qui meurent peut-être de pandémie de sida. Mais la lutte contre la pauvreté n'a jamais été aussi intense comme la lutte contre certains fléaux et ou les stratégies utilisées pour lutter contre la pauvreté, qui sont toujours les stratégies traditionnelles de recourir à des crédits étrangers, ne devaient pas être les seules stratégies. Nous devrions intégrer donc une stratégie que j'appelle le développement humain, pour que l'humain devienne créateur du capital financier dont nous avons besoin. Et chacun de nous doit partir de son point de départ. Du coup, nous avons des gens qui ont la facilité de mobiliser un capital financier, mais qui, par manque d'éducation financière, utilisent ces capitaux pour la consommation. De l'autre côté, nous avons des jeunes qui doivent débuter dans la vie en partant de strictement rien ou d'un simple travail, mais vous sortirez
libérer de cette dépendance ou de ce niveau de pauvreté que si vous avez un plan personnel de création de capital. Et c'est important. C'est important pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu vas à n'importe quelle banque pour chercher un crédit, cette banque te demandera du coup des garanties. Imagine, tu as besoin d'un financement de $500 000, 500 000 euros, et la banque te demande des garanties immobilières de 500 000 euros. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est accessible qu'à celui qui a, à ceux qui sont déjà riches. Mais si vous voulez donc partir de rien, vous devriez faire votre travail à partir de votre profession et commencer à construire votre capital de départ à partir du peu que vous gagnez. C'est la stratégie qui a permis dans l'histoire à de nombreuses personnes de faire leur premier pas vers la richesse et éventuellement à capitaliser toutes les opportunités qui sont venues après. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, car on a traité de pas mal de sujets. On n'a pas pu tous les traiter, mais en tout cas il nous a donné les ficelles, donc les meilleures astuces, les stratégies, la philosophie pour pouvoir développer un vrai patrimoine. Et c'est très important. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est liker la vidéo, partager la vidéo et laisser des commentaires sur ce que vous faites vous pour créer de la richesse, ce que vous faites vous et ce que vous pensez qui est intéressant à faire. Merci, c'est tout pour moi, c'est Serge Aliwania, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.